Merci d'être venu à nos OVH Cloud Tech Talks. Ce soir, on va avoir un talk par Christophe Ranou et Maël Legac de notre team Machine Learning. Ils vont nous parler des gaps qu'il y a entre le développement en Machine Learning et la production, et ils vont vous présenter notre dernier produit, ML Serving. Donc, je vous laisse directement avec Christophe et Maël. À vous, les gars. Bonsoir à tous. Du coup, on va commencer. Donc, on va vous présenter OVH Cloud ML Serving. ML Serving, c'est un outil qui est basé dans le cloud et qui sert à mettre en production le machine learning. Alors, ça vient l'origine de ce logiciel, ça vient d'un constat simple, c'est que généralement, un projet de machine learning, il échoue non pas parce qu'on n'a pas réussi à trouver le bon modèle, mais soit parce qu'on a eu un problème au niveau de la récupération des données de qualité, soit parce qu'on n'a pas réussi à passer de l'étape prototype modèle satisfaisant à son utilisation en production. Généralement, un projet de machine learning, pour élaborer le prototype, ça va potentiellement commencer dans un notebook Jupyter, écrit en Python. Ça va faire interagir potentiellement plusieurs technologies, du scikit-learn, du TensorFlow, ce genre de choses. Et à la fin, ça, c'est clairement pas production ready, un notebook. Et il faut pouvoir le rendre disponible pour les applications clientes finales qui auront besoin de différentes prédictions lors du service qu'elles vont rendre elles-mêmes. Donc ça, c'est pareil. Potentiellement, l'application cliente, elle va être basée dans tout un tas de technologies différentes. On voit du Python, du Node, enfin un peu tout et n'importe quoi. Et donc l'idée de cet outil, c'est de permettre de facilement passer cette limite entre prototype et production pour éviter d'échouer à ce moment-là, et en même temps de pouvoir fournir des services qui sont indispensables à tout déploiement en production, comme le monitoring, le versionning, et dans le cas d'un serving, typiquement du scaling automatique. Donc, quelle va être la valeur ajoutée d'un outil comme ML Serving? Dans un premier temps, déjà, ça commence par simplifier l'architecture du projet de machine learning, parce qu'il n'y a plus besoin de prendre en compte dans notre architecture la brique de serving, puisqu'elle est déjà gérée. Ça simplifie le code à la fois pour exporter, puisqu'il n'y aura pas forcément besoin d'un DevOps ou d'un machine learning engineer pour transporter le modèle depuis le notebook vers la brique de serving. Et ça rend son utilisation par les clients plus simple. Ça réduit les coûts parce que ça réduit le time to production depuis le prototype jusqu'à l'usage concret en service du modèle. Et en plus, c'est du pay-as-you-go avec du scale automatique, ce qui permet d'adapter directement la charge et les coûts à la load réelle du modèle. Et enfin et principalement, ça tente en tout cas de résoudre les challenges majeurs de la mise en production, le scaling, le monitoring, le versionning et la mise en production en elle-même. Donc pour commencer, on va faire une petite démonstration et je vais laisser Maël s'en occuper du produit tel qu'il est déjà déployé dans Public Cloud, OVH Cloud. Ouais, donc déjà bonjour à tous. Donc comme l'a dit Christophe, moi je vais vous faire une petite démo, je pense que c'est bien pour poser le contexte et puis pour comprendre ce qui se passe, et ensuite on va rentrer un peu plus dans les détails et vous expliquer l'architecture et comment est-ce qu'on a pensé et agencé tout ça. Donc pour la démo, en fait, on supporte 3 formats de serialisation pour les modèles de machine learning. On y reviendra encore un peu plus tard, hein, mais les 3 formats, c'est ONNX, TensorFlow et PMML. Donc pour la démo, je vais vous faire 3 exemples de modèles serialisés sous ONNX. Dans un premier temps, je vais exporter moi-même un modèle ONNX via un notebook Jupyter en quelques lignes de Python. Comme ça, vous allez voir que c'est assez simple d'exporter un modèle. Et ensuite, j'irai sur le GitHub de ONNX. Comme vous pouvez voir normalement à l'écran, en fait, il y a un certain nombre de modèles qui sont
de modèles ONNX qui sont directement mis à disposition en téléchargement. Et en fait, ça, ce seront des modèles donc de réseaux de neurones qui agissent sur des images. Donc en fait, c'est des modèles qui prennent en entrée une image, qui sortent en sortie une image. Donc il y a une description qui est ici, mais en gros, ça a été entraîné sur une image artistique et ça prend en entrée une image complètement random et ça essaie d'appliquer le même style artistique sur l'image random. Donc déjà premièrement, pour quelques petites lignes de Python pour exporter un modèle en ONNX. Donc nous, on est parti d'un framework de machine learning qui est très bien connu pour ceux qui font de la data science, c'est scikit-learn. Et on va, pour illustrer le propos, en fait, on va choisir d'utiliser le dataset sur les iris. Donc le dataset qui nous permet, en fonction de 4 paramètres, à savoir la longueur et la largeur des pétales et la longueur-largeur des sépales, donc des fleurs d'iris, de nous sortir une catégorie sur cet iris. Donc premièrement, rien d'impressionnant, donc je charge juste le modèle d'iris, je récupère les données, j'instancie un random forest classifier et je fais un fit sur mes données, ce qui entraîne donc un modèle sur le jeu de données que je viens de vous décrire. Et ensuite, alors auparavant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il a fallu faire un pip install. J'ai plus l'historique avec moi, mais en gros de sklearn to ONNX, cette lib ici, afin d'installer donc le package sklearn to ONNX. Ensuite, donc je décris quelle est l'entrée de mon modèle. Donc là, en l'occurrence, je vais avoir un seul paramètre en entrée que j'ai choisi d'appeler float input, et il faut que j'indique le type de mon paramètre. Donc c'est un tenseur. Donc en fait, il faut que je dise que c'est donc un float tensor type, et derrière, je lui indique la shape. Donc la shape, c'est on va dire le schéma du tenseur passé en paramètre. Donc none parce que j'ai une taille variable en fonction du nombre de records que je vais évaluer. Et cat, cat en fait c'est la valeur des 4 caractéristiques que je vous ai énumérées juste avant. Et ensuite, une fois que j'ai spécifié donc le type d'entrée, j'ai juste à appeler cette méthode-là, convert sklearn, qui va me créer un fichier ONNX que je peux ensuite serialiser sur mon file system. Donc il est disponible ici. Je vais le télécharger. Et donc une fois que ça c'est fait, donc j'ai à disposition, comme je l'ai expliqué, donc mon fichier ONNX. Première étape à faire, c'est donc dans le manager OVH Cloud, donc dans la partie public cloud object storage. Donc je me suis déjà créé un conteneur au préalable ici. Et donc je vais venir déposer mon fichier ONNX. Donc j'en ai déjà déposé un petit peu avant pour éviter d'avoir à faire ça pendant la démo. Les fichiers que j'ai déposés avant, c'est ceux que je vous montrais tout à l'heure, justement concernant le Fast Neural Transfer. Donc c'est ces modèles qui ont été serialisés pour cette problématique-là. Donc moi je vais ajouter le mien. Donc mon modèle que je viens de générer qui concerne l'iris. Voilà, mon ONNX a été ajouté sur l'object storage. Et ensuite, donc toujours au sein de l'onglet Public Cloud du manager OVH, je peux aller sous la partie donc Data Analytics Serving Engine. La première chose qu'on va me demander de faire, c'est de créer un namespace. Là, pareil, je l'ai déjà fait au préalable, mais je vous montre rapidement à quoi ressemble le formulaire. En fait, pendant un formulaire de création de namespace, on va déjà me demander forcément la localité pour savoir où est-ce que je veux instancier mes machines. L'identifiant du namespace, c'est tout simplement le nom que je veux donner à mon namespace. Et ensuite, voilà, je suis obligé d'attacher un conteneur object storage. Donc moi, dans mon cas, comme je vous c'est exactement le conteneur que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, je vais pas le créer comme je l'ai dit. Je vais tout de suite aller sur celui que j'ai déjà mis en place. Et donc une fois que je vais arriver sur mon namespace, donc j'ai plusieurs onglets et on va d'abord aller dans l'onglet modèle qui va en gros lister les modèles que j'ai déjà déployés.
Donc là, exactement de la même manière, j'en ai déjà déployé pour que ça aille plus vite au préalable. Donc il s'agit pareil des modèles de transfer learning que je vous ai montré juste avant. Mais en live, je vais donc vous déployer un modèle que je viens donc de créer, celui qu'on a fait ensemble. Donc j'indique premièrement donc modèle personnalisé parce que c'est moi qui possède le fichier ONNX. Modèle prédéfini, on va y venir juste après, mais en gros c'est des modèles qu'on a déjà sérialisés pour vous et qui sont à votre disposition si jamais vous voulez les instancier chez vous. Donc je choisis parmi les fichiers que j'ai sur mon conteneur Object Storage, je choisis mon ONNX, donc c'est celui-ci que j'ai déposé. Je choisis un nom. La partie auto-scaling, on est en bêta hein, pour l'instant. Le produit n'est pas encore sorti en tant que sur la production. Donc en bêta, en fait, on empêche la configuration de cet auto-scaling là, et je laisserai Christophe en parler un peu plus en détail un peu après. L'auto-scaling fonctionne, mais c'est juste que l'utilisateur pour l'instant ne peut pas configurer cet auto-scaling. Et de la même manière, la configuration des instances, c'est une bêta, donc pour l'instant c'est gratuit, vous pouvez l'essayer chez vous. En fait, le seul coût que vous aurez chez vous, si jamais vous voulez le tester, c'est juste le coût du stockage de vos objets sur l'Object Storage. Donc moi, je choisis essai gratuit, mais quand on sortira en production, en fait, vous aurez à votre disposition plusieurs flavors, par exemple, temps de CPU, temps de RAM, et même que plus tard, on ajoutera des flavors un peu particulières, par exemple la flavor GPU pour des modèles qui demandent beaucoup de demandes en GPU. Donc je clique sur déployer. Là, mon modèle va commencer à se déployer. Et en attendant qu'il se déploie, je vais vous déployer un second modèle, mais cette fois un modèle prédéfini. Donc comme je le disais juste avant, un modèle qu'on vous a déjà mis à disposition. Et pour l'instant, il n'y en a que deux des modèles, et c'est exactement les deux mêmes modèles, si ce n'est qu'il y en a un qui va agir sur du français et l'autre sur de l'anglais. Et en fait, c'est des modèles qui font de la détection d'analyse de sentiments. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner une phrase en français au modèle, et le modèle va nous répondre en fonction de ce qu'il a analysé, est-ce qu'il considère que la phrase est plutôt à tendance positive ou plutôt à tendance négative. Donc, par exemple, je choisis donc analyse de sentiments en français. Comme nom, je vais marquer sentiment. Autoscaling pareil, configuration des instances pareil, et je déploie. Voilà, et pendant que mon sentiment se déploie, donc vous voyez que mon premier modèle, donc l'iris s'est déployé. Et ce qui arrive en fait au moment où un modèle se déploie, c'est qu'on vous génère une URL qui vous permet d'accéder justement à ce modèle. Alors, est-ce que mon cache s'est vidé ou pas? Oui, mon cache s'est vidé. Donc forcément, premièrement, dès que je clique sur j'essaie d'ouvrir cette URL, on me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe, parce qu'en fait, on a aussi géré une notion d'authentification sur ces modèles. Et en fait, pour l'authentification, il suffit d'aller dans l'onglet token. Et dans cet onglet token, on peut gérer un certain nombre de tokens justement qui vont nous servir ensuite à requêter les modèles générés. Donc moi j'ai déjà créé un token juste avant en fait qui concerne la ressource étoile. Donc c'est-à-dire que ce token là, il va me permettre de faire des évaluations sur tous mes modèles de mon namespace. Donc mon token il est ici. Donc en fait je vais tout simplement le copier et juste le rentrer en tant que mot de passe. Et là, en fait, on arrive directement sur un Swagger qui nous décrit l'API qui a été spawnée pour notre modèle, donc mon API Iris, avec les deux routes eval et describe. Donc moi, je vais m'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là en tout cas pour la démo pour l'instant. Je vais laisser Christophe vous expliquer en gros qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où moi j'ai demandé le déploiement d'un modèle et qu'est-ce que le système a fait derrière pour vous déployer cette API. Et une fois que Christophe vous aura expliqué ça, on reviendra à la partie démo et je vous montrerai en live en gros comment faire du requêtage sur ces modèles. Donc je vais juste reprendre l'onglet de présentation. Et Christophe, si tu as toujours la main, tu peux repartir. Oui,
Donc globalement, le ML Serving, toute la plateforme de serving se découpe en deux principaux composants. Le premier, c'est le Serving Hub, qui globalement va gérer l'orchestration, et le deuxième, c'est le Serving Runtime, qui va gérer l'interprétation et l'exécution, le serving des modèles concrètement. Donc en gros, pour résumer, sur la démo qu'on a vue juste avant, la partie hub, c'est tout ce qu'on voyait dans le manager, donc gestion des modèles, etc. Et la partie runtime, c'est ce qui permettait d'exposer le Swagger avec le endpoint /describe et /eval. Donc le serving hub, là, je vais commencer par présenter cette brique-là, et Mel vous présentera le serving runtime ensuite. Le Serving Hub, il est entièrement basé sur Kubernetes et construit sur Kubernetes en utilisant les fonctionnalités qui sont à disposition, et donc s'occupe d'orchestrer globalement les modèles, la construction des images, leur scale, etc. Donc ici, vous voyez une représentation assez simple de l'architecture interne du Serving ML. Donc, on se base sur les fonctionnalités de Kubernetes et entre autres, on crée un CRD, une Custom Resource Definition, directement dans Kubernetes qui s'appelle modèle et qui va décrire notre application de serving. Donc, on peut voir deux parties principales dans ce CRD. La première, c'est la spécification. Donc, globalement, la spécification, c'est la façon dont on va décrire notre modèle, notre déploiement, et ce qu'on veut à la fin. Donc typiquement, on va avoir le nombre de réplicas, ça va être le nombre de machines, le nombre de pods concrètement exécutés pour faire le serving. La version, puisqu'on prend en charge le versionning, et à chaque fois qu'on va mettre à jour le modèle, on va incrémenter cette version, qui va nous permettre potentiellement de revenir en arrière si le modèle nouvellement prodé est moins bon que ce qu'on espérait. Ensuite, on a des spécifications de workflow. Donc là, c'est un petit peu plus technique, mais globalement, ça permet de décrire comment on va construire l'image qui permet le serving. Là, on est dans le cas où on va construire une image custom, donc avec le modèle, par exemple, ONNX qu'on a exporté nous-mêmes. Donc on est sur un workflow build image. Mais dans le cas où on utilise, par exemple, on déploie les modèles d'analyse de sentiment, on est sur un workflow template différent qui sera après cette image. Deuxième partie du CRD, ça va être son status. Là, c'est l'état réel de l'objet modèle dans le cube. Donc on voit le statut de l'API, si elle est running, si elle est disponible et si on peut l'interroger. On voit les versions du modèle. Pour l'instant, on n'en a qu'une seule, mais en gros, ça se résume à un tag plus l'ID d'une image qu'on a poussé dans le registry, donc dans laquelle on a notre serving et le modèle sérialisé. Et le nombre effectif de réplicas ainsi que l'URL à laquelle on peut accéder à ce modèle. On a un deuxième Custom Resource Definition qu'on a créé qui s'appelle le token CRD. Oh, j'étais un coup trop loin. Alors celui-là, il est très très simple. En gros, il consiste de deux valeurs. Les groupes, donc qui permettent de déterminer si le token il servira à l'évaluation des modèles ou au management des modèles, leur suppression, création, etc. Quelle est la ressource cible? Donc ici, typiquement, un modèle qui s'appellerait Iris ou NNX. Et son timestamp de création qui nous servira plus tard, potentiellement, si on veut régénérer le token et du coup invalider les anciens, etc. pour protéger l'accès à nos modèles qui peuvent potentiellement représenter des informations sensibles. Donc, une fois qu'on a les éléments de base qui permettent de décrire nos modèles et leur interaction, comment l'utilisateur, lui, fait pour interagir avec le hub? Donc, il le fait au travers de deux API, deux API HTTP. La première, c'est l'API d'authentification qui va servir à générer les tokens, mais surtout à les vérifier tout au long de la durée de vie, à chaque fois qu'on va essayer d'interagir avec le hub ou avec l'évaluation du modèle. Et la deuxième API, c'est la Hub API, donc, qui elle est en charge du modèle management, de les créer, de les supprimer et de les mettre à jour. Également, plus tard, de paramétrer l'autoscaling, etc. Donc ces deux API, ils interagissent entre elles. Typiquement, quand on va vouloir, par exemple, demander la création d'un modèle, on va faire une requête
vers le Serving Hub. Mais d'abord, on va, en rentrant dans le cube, passer par l'ingress controller qui est Nginx, qui va, par le moyen d'une external auth, vérifier la validité du token auprès de l'auth API, qui va, en vérifiant dans Kubernetes, valider ou non l'existence et la validité de ce token. Si oui, poursuivre la requête au hub, qui va ensuite donner la réponse à l'utilisateur. Sinon, arrêtez là et renvoyer un authorize. Donc là, maintenant, on a les points d'entrée de l'utilisateur. Maintenant, on va voir rapidement comment ça se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on crée un modèle? Donc le cœur du Serving Hub, celui qui opère la grande majorité de toute la logique qu'il y a derrière, c'est le modèle contrôleur. Donc c'est un contrôleur de Kubernetes qui va avoir pour tâche de s'occuper des CRD modèles et qui va gérer deux choses principalement. S'assurer que les images se construisent correctement. La construction d'une image, c'est assez simple. On va aller récupérer dans l'object storage les fichiers du modèle sérialisé. Donc typiquement dans le cas de Maël, c'était son mymodel.nnx. On va aller récupérer d'un registry l'image de serving de base du runtime, que vous présentera Maël plus tard. On va les bundle ensemble dans une nouvelle image Docker qu'on va pousser dans le registry et qui sera ensuite utilisée pour démarrer les différents pods ou exécuteurs qui vont exposer l'API. Ces images d'ailleurs, elles sont poussées dans le registry, elles peuvent être poussées dans le registry spécifique du namespace, être récupérées en dehors du hub et être exécutées telles quelles. En plus de la construction des images, plus globalement, le modèle contrôleur, il est en charge de gérer tout le cycle de vie du modèle et il nous remonte les informations et nous décrit un peu où est-ce qu'on en est dans le cycle de vie du modèle par le biais de deux valeurs, l'API status, qui nous décrit en gros l'état de l'API, est-ce qu'elle est running, est-ce qu'elle est en train d'être scale, ce genre de choses, et l'état de ce qu'on appelle la version, qui ici correspond en fait à l'état de construction de l'image associée, à savoir est-ce qu'on a réussi à la construire, à la pousser dans le registry, ou est-ce que pour une raison ou une autre, ça a échoué. Je vais vous montrer rapidement un exemple de comment ça se passe concrètement. C'est assez simple. Imaginons on veut augmenter le nombre de pods qui sont actuellement en train de faire le serving, parce qu'on a beaucoup de requêtes et qu'on veut absorber cette charge. Donc on va essayer de passer le nombre de réplicas, donc le nombre désiré de pods, à 2, en passant de 1. Donc on commence par aller mettre à jour les spécifications de notre modèle CRD, on le passe à 2. Donc là, on rentre dans le modèle contrôleur. Dans le modèle contrôleur, qu'est-ce qui va se passer? On va vérifier si le nombre de réplicas désirés par le modèle correspond au nombre de réplicas qui est souhaité dans le déploiement qui est associé à ce modèle. Donc dans notre cas, non, puisqu'on partait de 1 et on est passé à 2. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met à jour les spécifications du déploiement pour lui demander 2 réplicas. Une fois que ça s'est fait, on change aussi le statut de l'API pour bien montrer qu'on est en train d'agir dessus. Et typiquement, pour l'instant, on est en train de la mettre à l'échelle. Une fois ça terminé, on finit la boucle et on rentre dans le contrôleur. Cette fois, les spécifications sont identiques entre le modèle et le déploiement. Donc on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, en fait, sert à vérifier est-ce que le déploiement a finalement atteint l'état qu'on lui souhaitait. Donc est-ce que son statut présente le même nombre de réplicas que celui de sa spécification. Si c'est pas le cas, on attend et on repassera plus tard dans le contrôleur, on refera la vérification. Une fois que la vérification est bonne, qu'on a enfin eu notre déploiement qui était scale, on avance à l'étape suivante, on change le statut de l'API dans le modèle, on la passe à running et c'est terminé. Donc ça, c'était voilà une boucle rapide du modèle contrôleur. Évidemment, dans le cas de la création d'un modèle, il y a un petit peu plus d'étapes, le building de l'image, etc. Voilà, ça c'est comment ça se passe en interne. Maintenant, on va voir un peu les features, les fonctionnalités que ça permet de proposer.
En premier lieu, ça permet de proposer du monitoring. Donc là, vous pouvez voir sur la slide un dashboard à destination des utilisateurs du ML Serving qui reprend des informations principales qui nous permet d'évaluer un peu l'état de notre service, comme par exemple le nombre d'instances en cours d'exécution. Donc les instances, les pods, c'est le nombre d'instances associées à un modèle pour effectuer concrètement le serving. Le nombre de modèles qui sont actuellement dans notre namespace, un résumé des états généraux, et puis quelques indications vis-à-vis des requêtes HTTP, le nombre qu'on peut avoir, la latence générale, les codes d'erreur, pour se rendre compte rapidement s'il y a un problème. Donc le monitoring, il se base sur un ensemble de métriques qui sont pour la grande majorité nativement créées par le Kubernetes finalement. Tout ce qui va typiquement tout ce qui va concerner les métriques vis-à-vis des requêtes HTTP, et on va se contenter d'aller récupérer les métriques qui sont publiées par l'Ingress Controller, donc dans notre cas Nginx, qui va nous permettre par exemple de compter le nombre total de requêtes par méthode, getPost par exemple, et status code, et de la même façon essayer d'évaluer le temps de latence général sur notre serving. Il y a d'autres métriques qui vont venir directement du Kubernetes, comme par exemple le nombre de pods associés à notre déploiement ou à notre modèle CRD, pour savoir combien il y a d'instances en cours, ou tout simplement le nombre de modèles CRD, qui nous remonte le nombre de modèles qu'on a dans notre namespace. Et quelques métriques qui là, pour le coup, ont été créées uniquement pour le hub, et qui reprennent des informations importantes sur nos modèles. Pour chacun des modèles, on va avoir une sonde de liveness, savoir s'il est dispo ou non. Une sonde qui va nous donner la version actuelle en cours d'utilisation, qui va nous donner le statut de la version, donc si l'image a été correctement build, etc. Et le statut de l'API, si elle est bien up and running comme on l'espère. Donc une fois qu'on a le monitoring, l'étape suivante, ce qu'on souhaite avoir, c'est aussi l'autoscaling. Donc pour faire l'autoscaling, on se base sur une fonctionnalité native de Kubernetes qui est l'HPA, l'Horizontal Pod Autoscaler. Donc qui va aller simplement monitorer l'usage RAM ou CPU par exemple sur les pods. Et une fois que cet usage dépasse les 60%, il va lancer un scale. Donc évidemment tout ça par la suite, une fois le hub sorti, enfin le ML Serving sorti de bêta, ça sera des paramètres qui seront configurables par l'utilisateur. Typiquement le nombre d'instances minimum qu'on va associer à notre modèle, ou le nombre maximum d'instances, et aussi la prise de décision vis-à-vis de l'usage des ressources, parce que potentiellement 60%, ça peut sembler un peu l'air conservateur, et on pourrait pousser vers 80 ou ce genre de choses. Et à venir, comme le disait Maël, potentiellement on va essayer de proposer des flavors différentes qui s'adaptent plus ou moins à certains modèles. Si on a un random forest du scikit-learn, typiquement une CPU, c'est largement suffisant. Mais si on commence à essayer de transformer des images, on va peut-être vouloir une instance GPU. Du coup, là, on fera un scaling basé sur l'usage du GPU. Donc voilà pour l'autoscaling. Et globalement, on a fait le tour du Serving Hub et de son orchestration et des services qu'il rend. Et du coup, maintenant, je vais passer la main à Maël, qui va vous expliquer plus en détail comment fonctionne le runtime et l'interaction avec le client final qui utilise le modèle. Ouais. Donc, comme le disait Christophe, lui, il vous a surtout donc montré la partie en amont, c'est-à-dire ce que j'avais présenté au début, comment est-ce qu'on, à partir d'un fichier serialisé, on va venir déployer un modèle. Et là maintenant, moi, je vais vous montrer vraiment la partie terminale, comment est-ce qu'elle fonctionne, à savoir comment est-ce qu'on requête le modèle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on l'utilise en interne, notre solution. Et donc, du coup, au moment où on l'a architecturé, en fait, on s'est posé 3 questions.
Et les 3 questions, en gros, les voilà. Enfin, ces 3 questions, c'était même 3 prérequis, on va plutôt dire ça comme ça. Le premier prérequis, c'était qu'il nous fallait 3 supports de fichiers de serialisation, à savoir ONNX et TensorFlow d'un côté et PMML de l'autre. Pour ceux qui connaissent les 3, donc le PMML, c'est le plus ancien des 3 formats. Et on va dire c'est celui qui est le plus limité parmi les 3, tout simplement parce qu'on peut pas vraiment faire de réseau de neurones avec. En fait, PMML, ça agit seulement sur des données tabulaires, alors que ONNX et TensorFlow agissent sur des tenseurs. Et du coup, nous, précédemment, on avait déjà des modèles en PMML. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est imposé la contrainte de pouvoir continuer à agir sur ces modèles PMML-là, en plus de pouvoir intégrer des nouveaux formats, à savoir ONNX et TensorFlow. Ça, c'était la première contrainte. La deuxième contrainte, c'était de pouvoir facilement chaîner différents types de modèles sérialisés. Tout simplement parce que chez nous, en interne, en fait, tout repose sur une chaîne de microservices. Et en fait, c'est pas le même microservice qui est responsable de la sérialisation des fichiers de préprocessing que le microservice qui est responsable de l'entraînement et de la sérialisation du modèle. Donc en fait, en interne chez nous, de temps en temps, on peut arriver dans le cas où notre préprocessing il est sérialisé en ONNX et ensuite on essaie d'entraîner un modèle sur nos données transformées et le modèle qui répond le mieux à nos besoins c'est un modèle TensorFlow. Donc on peut être amené à vouloir enchaîner un préprocessing ONNX, une interrogation de modèle en TensorFlow et ensuite un post-processing également en ONNX. Donc ça, c'était la deuxième contrainte. Et la troisième contrainte, c'était que notre système il puisse être disponible au travers d'une API web service. Donc ça, c'était un peu un choix arbitraire. On aurait très bien pu, au contraire, choisir le fait qu'on puisse se connecter à une file de messages, par exemple sur une file Kafka, et traiter les messages au fur et à mesure. Mais on a choisi de partir sur la Web Service API. On pensait que c'était tout simplement plus simple dans un premier temps, sachant que on ne se ferme aucune porte et peut-être que plus tard, on implémentera le système par file de messages. Donc voilà, donc comme je le disais, le but c'est qu'on puisse rentrer avec une requête HTTP, qu'on puisse enchaîner plusieurs modèles et qu'ensuite l'API nous sorte une réponse HTTP. Donc pour pouvoir faire tout ça et notamment pour pouvoir justement enchaîner la partie les différents modèles, il a fallu essayer de réfléchir un peu de manière générique et de se poser la question quel est le format générique d'entrée et de sortie de chaque modèle, sachant que chaque modèle, en fait, on l'a englobé au sein d'un objet qu'on appelle un évaluateur chez nous. Donc un évaluateur peut être soit de type ONNX, soit TensorFlow, soit PoMML. Et donc il a fallu qu'on trouve un type d'entrée et de sortie générique qui corresponde à ces 3 modèles. Donc dans un premier temps, pour les formats ONNX et TensorFlow, c'était assez simple, on va dire ça comme ça, puisque en fait, c'est 2 formats qui sont très proches l'un de l'autre. D'ailleurs, on peut convertir du TensorFlow en ONNX. L'inverse, je ne suis pas sûr. Il faudrait voir s'il y a des libs qui le font. Et en gros, les 2 schémas de sérialisation, c'est tout simplement des graphes de tenseurs. Des tenseurs qu'on peut aussi appeler des tableaux à n dimensions. Et donc du coup, dans les 2 cas, les entrées et les sorties de chaque modèle, c'est tout simplement une liste de tenseurs et chacun de ces tenseurs donc possède un name, enfin un nom, et une shape. Une shape, c'est en gros c'est le format du tenseur attendu en entrée ou en sortie. Donc je vous ai mis 2 exemples en bas du slide. Par exemple, en entrée d'un modèle, on peut s'attendre à avoir un tenseur A et un tenseur B, avec un tenseur A contenant uniquement des entiers, tenseur B contenant uniquement des floats, et un tenseur A ayant une shape donc de 3-3, puisque 3 colonnes par 3 rangées, et alors que le tenseur B s'attend à avoir une shape de 2/4. Ça, c'est un exemple d'entrée-sortie. Donc ça, c'était pour les modèles ONNX et TensorFlow. Maintenant, qu'en était-il du PMML?
Alors lui, comme je l'ai dit juste un peu avant, le format était un peu différent puisque le PMML, il agit seulement sur des données tabulaires. On ne peut pas agir sur des tenseurs. Cependant, en fait, un format tabulaire, on s'aperçoit que ça peut très simplement être converti en une liste de tenseurs, tout simplement parce que un tableau, en fait, c'est une liste de colonnes. Et cette liste de colonnes, eh ben, on peut la convertir en tenseurs comme vous la voyez sur la droite de l'écran. En gros, on a converti chaque colonne du tableau en un tenseur de dimension n1, n étant le nombre de lignes présentes dans mon tableau initial. Donc en fait, après s'être aperçu de ça, eh ben, la liste de tenseurs nommés, ça répondait parfaitement à notre besoin. Et donc pour pouvoir rentrer et sortir d'un évaluateur, eh ben, on a besoin de ce type d'objet. La dernière réponse qui nous restait à trouver, c'était donc comment, à partir d'une requête HTTP ou d'une réponse, on fait la jointure avec cette liste de tenseurs. Et donc pour faire ça, eh ben, on a tout simplement décidé de se baser sur le standard HTTP. Et donc dans le standard HTTP, on a à notre disposition un certain type de header pour nos requêtes et nos réponses, qui sont notamment le header content type, qui indique en gros de quel type va être le body de notre requête. Et donc on a implémenté un certain nombre de content types qui font la conversion en fait entre le content type voulu et la conversion en tenseur. Et en fait le content type qui tombe sous le sens, celui que vous voyez à l'écran, c'est le application JSON. En gros, c'est comment en JSON on décrit nos tenseurs. Donc comme je disais, un tenseur, c'est un tableau à n dimensions. Donc vous avez juste à sérialiser en JSON votre tableau à n dimensions en indiquant en attribut du JSON le nom du tenseur, et on est capable de faire la conversion. Donc ça par exemple c'est pour le JSON, mais que se passe-t-il en gros dans le cas des images? Parce qu'on sait qu'on a des modèles qui sont entraînés sur des images. Et donc on a aussi implémenté le content type image PNG, et on a aussi le image JPG. Hein, ça fonctionne exactement de la même manière. Mais en gros, en partant d'une image avec une largeur et une hauteur connues, eh ben, on génère un tenseur dont la shape s'indique juste à droite de l'image. Donc là, la shape, elle est de 1. Pourquoi 1? Parce qu'on a choisi de passer seulement une image. Dans certains types de modèles, on pourrait avoir plusieurs images, et dans ce cas-là, on aurait le rang du tenseur, le rang 1 du tenseur serait de dimension inconnue. Et ensuite, les autres rangs, le rang 1 et le rang 2 du tenseur, donc c'est la largeur et la hauteur de l'image. Et le dernier rang du tenseur, c'est donc de 3. Et pourquoi 3? En fait, c'est tout simplement la composante de couleur de l'image, donc à savoir le rouge, le vert et le bleu. Sachant que c'est les quatre composantes que vous voyez en bas, donc on va dire la notion de batch, la notion de largeur, hauteur et ce qu'on appelle la notion de channel, qui est donc ce rouge, vert, bleu, elles peuvent être dans différents ordres. En fait, on est capable de repérer qu'est-ce que le modèle attend. Ça, c'était pour les images. Mais on a aussi d'autres content types d'implémenter, donc comme je le disais, le JPG. On a aussi implémenté le multipart form data, tout simplement pour par exemple un modèle qui attendrait un tenseur image et un tenseur plus classique, par exemple un tenseur nous indiquant la catégorie de l'image. Eh ben ça pareil, il fallait qu'on puisse le faire, donc on a implémenté le multipart form data pour ça. Et on a également implémenté le texte HTML. Bon, ça c'est plus pour afin de pouvoir visualiser simplement la sortie d'un modèle, et donc de pouvoir rapidement voir ce que le modèle répond. Un content type qu'on envisage d'implémenter par la suite, c'est le protobuf. Tout simplement parce que lorsqu'on aura des problématiques où il faudra fournir des tenseurs avec énormément de données en entrée,
forcément le format de sérialisation JSON n'est pas forcément adapté parce que ça fait beaucoup de charges sur le réseau. Donc là, l'idée, ce serait de sérialiser notre tenseur dans un format compressé. Le protobuf répond à cette problématique-là. Et en fait, on enverrait le tenseur sérialisé en protobuf sur le réseau, ce qui serait beaucoup moins coûteux. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne ce serving runtime, je vais reprendre, on va dire, la démo et je vais vous montrer. Donc je reviens dans mon onglet modèle. Donc là, donc je me répète, on a 4 modèles de déployer. Iris, c'est celui que j'ai généré tout à l'heure avec mon notebook Jupyter. Pointillisme et Rain Princess, c'est les modèles images que j'ai repris sur le GitHub d'ONNX. Et Sentiment, comme j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est un modèle d'analyse de sentiments qu'on vous met à disposition si jamais en fait, pour ce modèle-là, vous n'avez pas besoin de l'ONNX, on le déploie directement pour vous. Donc vous voyez que toutes les URL commencent par le même hostname. En fait, c'est tout simplement le hostname qu'on a généré pour votre namespace à vous. Et derrière, il y a le slash, le nom de votre modèle pour pouvoir l'interroger. Et en revenant sur le Swagger du modèle, ensuite, les dernières, pour pouvoir évaluer votre modèle, vous devez aller sur la route /eval et pour le décrire, la route /describe. Donc si je vous montre ce que ça donne dans Postman, donc déjà sur mon modèle Iris, cette fois, donc je vais faire un describe sur le modèle Iris. Il ne faut pas que j'oublie de renseigner mon token, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Quand j'interroge, qu'est-ce qui me répond? Eh ben, il me répond tout simplement. Il me répond que le modèle attend en entrée un tenseur qui s'appelle floatInput, qui est de type float avec une shape de -1,4. -1 étant une dimension spécifiée au moment de générer la requête. En fait, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai demandé moi. Si je reviens sur mon Jupyter Lab, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai demandé ici. Donc ça correspond. Et en résultat de mon modèle, eh ben, il me répond donc mon label et ma probabilité. Donc si cette fois je cherche à évaluer ce modèle, donc cette fois j'appelle la route eval et je fais un post, toujours avec le même token. Donc cette fois en content type, je lui envoie du JSON, j'accepte du JSON. Ah mince, je vous ai pas montré le body de la requête. En gros, j'ai généré mon tenseur. Donc forcément, j'aurais pu en mettre autant que je voulais ici, hein, que ce soit 1, 2 ou 3 lignes, 4, enfin, peu importe, ça c'est arbitraire, mais par contre, il faut forcément que les vecteurs à l'intérieur soient de dimension 4. Et donc, si j'envoie floatInput, eh ben, mon modèle me renvoie bien les tenseurs souhaités, à savoir l'output probabilité et l'output label. Donc là, dans les 3 cas, il me répond que le label vaut 1 avec les probabilités associées. Donc ça, c'est pour le modèle Iris que j'ai déployé tout à l'heure. Maintenant, si je fais un post, mais cette fois sur mon modèle, donc Rain Princess, qui est un modèle d'image. Donc cette fois, par exemple, donc je veux envoyer une image et je veux que mon modèle me renvoie également une image, puisque c'est justement un modèle qui est dédié à ça. Il prend en entrée une image et il génère une image en sortie. Donc là, je vais choisir un fichier. Je vais prendre une image de le logo de TensorFlow par exemple. Hop, là j'envoie. Donc ça prend un peu plus de temps forcément parce que c'est un modèle d'image. Voilà. Et là vous voyez que l'image, en gros, elle a été transformée sur le modèle qui a été entraîné. Donc si je reviens, la Rain Princess, c'était celle-ci. Donc en gros, c'est un modèle qui a appris de cette image-là, de cette image artistique-là, et qui s'est entraîné à essayer de reproduire. Donc on voit que c'est ressemblant.
Ça pourrait sûrement être mieux, mais je pense qu'ils n'ont pas mis à disposition leur meilleur modèle non plus. Enfin, c'est un modèle à disposition de la communauté, c'est surtout pour tester. Enfin bon, c'est surtout pour vous montrer le principe, sachant que si je reviens par exemple dans mes headers et que cette fois je me dis ok, finalement je ne veux pas avoir une image en sortie, mais je voudrais voir ce que ça me donne en JSON. Eh ben, rien ne vous empêche, par exemple, de demander à ce que le retour du service soit du JSON. Alors, ça va être un bon gros JSON bien illisible, mais n'empêche que les informations seront là. Forcément, ça prend encore plus de temps parce qu'il faut que du tenseur il repasse au JSON derrière. Voilà. Et là, le JSON est arrivé. Et donc, en fait, vous voyez tout simplement la représentation sous forme de tenseur de l'image que je viens d'envoyer. Donc, comme je le disais, hein, c'est assez illisible, mais c'est surtout en fait pour vous. Enfin, je fais surtout ça pour voilà, pour montrer et illustrer ce que j'explique. Donc ça, c'était pour mon modèle d'image. Et ensuite, il me reste donc le dernier modèle qui lui qu'on a déployé pour vous, enfin que vous pouvez déployer, qui est tout simplement le modèle qui vous permet donc d'analyser du texte et d'en sortir une probabilité de savoir si ce texte est plutôt positif ou plutôt négatif. Donc là, par exemple, si je mets en texte cet article est vraiment formidable, j'interroge mon modèle. Et là, donc, il me sort une probabilité de positivité et de négativité. Donc là, il s'aperçoit bien qu'à 99% que cette phrase est plutôt positive. Si au contraire, je dis est vraiment nul, cet article est vraiment nul. Là, on voit que le pourcentage de chance s'est inversé et que du coup, on est plus sur de la négativité. Donc voilà pour ces démos. Ce qui me reste à vous dire principalement, c'est là donc je vous ai présenté le produit ML Serving, donc celui qui est à disposition sur le manager d'OVH. Ce qu'il faut savoir, c'est que Serving Runtime, on s'apprête à l'open sourcer, il va être disponible sous peu. Là, on finalise les derniers détails et il va être disponible sur GitHub sous peu. Et une fois que ce sera fait, dans la foulée, on va sûrement faire la même chose avec Serving Hub, la partie que vous a présentée Christophe. Donc, certes, si vous choisissez la solution open source, vous n'aurez pas, on va dire, toute l'interface graphique qui vient avec le manager OVH pour déployer de manière visuelle vos modèles. Néanmoins, il suffit juste d'avoir un Kubernetes et en fait, vous pourrez déployer la solution chez vous. Voilà, donc quand ça sera open sourcé, surtout faudra pas hésiter à l'essayer et potentiellement nous faire quelques retours et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Et d'ailleurs aussi aller essayer dans le public cloud typiquement les modèles prédéfinis, parce que on compte étoffer la liste. On n'est pas sûr exactement de ce qu'on veut rajouter, donc s'il y a des suggestions, on est preneur. Bon, voilà, maintenant il y a peut-être des questions, je sais pas, Horacio. Non, il n'y a pas de questions. Je vois dans les questions qu'au début, il y avait un petit problème de son, mais je pense que ça s'est résolu. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'interface de questions, ou sinon, vous pouvez lever la main sur les petites interfaces GoToWebinar. Et s'il n'y a pas de questions, je vous remercie encore une fois d'être venu. Je vous remercie d'assister à nos webinaires et je vous rappelle que la semaine prochaine, à la même heure, jeudi 17h, on aura un autre webinaire et qu'on annoncera demain dans le courant de la journée. Non, on n'a pas de questions, on a un merci. Donc, merci encore à vous tous et merci à Christophe et Maël pour la présentation. La vidéo sera disponible sur YouTube normalement demain et au pire lundi.
avec un lien pour récupérer les slides au cas où vous voulez les récupérer. Merci encore, merci Christophe, merci Maël, merci tout le monde et à jeudi prochain. Au revoir. Merci tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée.